Tendre lecteur. Cher lecteur. Cher lecteur. Tendre lecteur. Tendre lecteur. La peau bleue transpire les désirs d'un ciel en hypnose et de rêves et de planètes lumière. Il y a eu des années. Le cosmos en éruption. Des années se adolescentes où, désir bercé de par dénudé. l'onde des narvals, j'ai plongé Les biaisements de paupières. si profond. Vous n'avez pas 20 ans. Vos Il y eut ces espoirs. années Pardonnez les où, arbres. planté parmi les autres algues, j'ai La dansé. fermier à plat Dans dans cette averse, Autour de quoi l'aumônier dut, le visage baigné d'ombre, baissant sur moi ses yeux, au fond duquel vint briller une flamme, Depuis les me hauteurs, répondit en souriant, les d'une voix tours de béton d'outre-tombe. du quartier résidentiel semblaient moins oppressants. Mais le bourgeon renaît. La peau saigne, mais cicatrise. Tu Lui, découvres ta peau mue Ses et tes sourires aux plumes d'or. largeurs d'horizon. Vous éclaboussez tout. Il suffit de faire semblant. L'éveil de la page, un podcast produit par le Coquelicot Revue. Dans ce premier épisode, j'interviewe Sophie Basy, une artiste plasticienne lyonnaise. Impossible à catégoriser, Sophie est tout autant photographe que rappeuse, graveuse, peintre au goudron, vidéaste ou accordéoniste. Son œuvre prend de multiples formes et ne saurait être réduite qu'à une seule technique. Elle publie dans le numéro 2 de la revue l'un de ses accordéons au goudron, et c'est sur cette technique que l'on s'est attardé dans cette interview. La première question que j'ai posée aux autres, c'était par rapport à leur nom d'artiste. Et toi, si je me trompe pas, c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle t'as pas choisi de nom d'artiste ? Pour la musique, en fait, j'ai choisi un nom de scène qui est Sto, S-T-O, qui vient d'un symbole assez fort familial. En fait, c'est une fusion entre un surnom de mon frère et un surnom de mon propre prénom. Et j'ai voulu l'utiliser parce que mes profs de musique et de scène m'ont souvent conseillé de pas me cacher, mais incarner un personnage à part entière dans lequel on a le droit de se lâcher et d'être autre que la Sophie de la vraie vie qui peut un peu contrôler et pas être complètement vraie dans son art. Donc pour la scène, ça m'a servi d'avoir ce nom-là. Enfin, en revanche, pour l'art plastique, je me suis dit, mais c'est Sophie Basy qui fait ça et j'ai envie qu'on puisse me retrouver, même par rapport au réseau, avec les mêmes identifications. Et après, ma signature, c'est juste Basy parce qu'effectivement, moi, je voyais ça un peu comme une fierté de me dire c'est mon nom de famille, c'est mon œuvre et voilà, j'ai pas à m'inventer pour le coup un personnage dans l'art plastique, ça m'intéressait pas quoi. Alors, on va parler de ton œuvre en tant qu'artiste, mais j'aurais juste voulu savoir quel était ton rapport à l'écriture et aux mots. Plus généralement, quel lien tu fais entre les mots et ton travail d'artiste visuel ? Est-ce que t'en fais un ou est-ce que c'est deux sphères séparées ? J'écris depuis que j'ai 13 ans, donc là j'en ai 28, ça fait un moment que ça me suit. Sur le format d'abord très intime et personnel et un exutoire un peu de tous les démons intérieurs et du coup pour moi c'est le moyen le plus efficace d'exprimer qui on est aussi et je dirais que je suis très cyclique, donc il y a des phases où j'ai besoin d'écrire, des phases où c'est plus dessiné, verbalisé par du graphique en fait, ça existe aussi. Et écrire des chansons aussi maintenant, d'essayer justement d'adresser à un public et de vulgariser quelque part, parce que nos pensées des fois elles peuvent être très complexes et pas intelligibles. Ça devient encore plus intéressant d'avoir cette contrainte-là. Réduire les ambiguïtés en fait. Là, dans mon art plastique sur le goudron, je détache complètement la sphère littéraire de la sphère graphique, parce qu'en fait, l'accordéon, pour moi, il est lié... les œuvres au goudron sont souvent musicales et donc liées à quelque chose qui ne doit pas s'expliquer avec les mots, mais se ressentir et se vivre, quoi. Je voudrais me concentrer un peu plus sur ton travail au goudron, parce que c'est ce que tu fais principalement, enfin c'est ce qui est le plus atypique. Est-ce que tu peux nous parler de quand et comment tu as découvert cette technique et un peu nous expliquer ton processus créatif ? Alors comment ? J'ai vécu en Ardèche quand j'étais encore étudiante, donc j'avais du temps libre. Et à cette époque précise, j'avais des grandes questions aussi à résoudre personnellement. J'avais souffert pas mal à ce moment-là. Et je suis allée de manière complètement spontanée dans une MJC qui payait pas de mine à Privas. Donc j'ai rencontré Guy Chambon. J'ai pris que 3 cours avec lui et en plus de ça, il m'a offert tout le matériel nécessaire pour continuer le goudron que j'avais du coup découvert à l'occasion d'un de ses ateliers. Donc j'ai rempli mon coffre et je me suis dit, ok, ce mec, il a des attentes et c'est ce dont j'avais besoin, je pense. Ça me rassure énormément que humainement, il y ait une commande et un espoir aussi, quelqu'un qui croyait en moi en fait.
Et donc, arrivé sur Lyon, j'ai eu l'occasion d'avoir un pseudo-atelier dans un garage, dans une famille. Et c'était un moment crucial parce que moi, je m'étais toujours dit, bon, c'est quoi en fait que je veux faire ? Et un peu comme tout le monde, je me suis dit, maintenant que je suis diplômée, il faut bien que j'aille gagner de l'argent et que je me stabilise. Donc, j'ai bossé 4 mois dans un univers qui n'était pas du tout le mien. Et j'ai fait un burn-out, si on peut dire, qui m'a énormément bousculée. Et c'est grâce à l'art, en fait, que je m'en suis sortie à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, j'ai des questions à me poser. J'ai le droit, en fait, aussi de me poser, de faire des toiles et de faire de la musique en y croyant, en me disant, je vais même aussi gagner de l'argent avec ça. Et du coup, ça m'a mis dans une dynamique un peu frénétique d'être très, très productive. J'étais inarrêtable. J'étais dans ma dynamique à moi. Je me disais, je vais produire et je vais pas faire que ça. Je vais aussi être exposée et on va entendre parler de moi. Et en fait, je me suis déterminée assez violemment, quoi. Et dans quel moment tu crées ? Comment tu crées ? Souvent, moi, j'avoue que j'associe des moments de grande solitude, mais un peu choisis. C'est-à-dire, je vais commencer à m'écarter doucement des soirées, des gens, de mes amis. Et c'est un processus à la fois d'isolement et d'introspection qui fait que je mets de la musique à fond et je crée, en fait, de manière assez corporelle, parce que moi, le goudron, ce qui m'intéresse aussi dans cette texture, c'est que c'est une matière qui me résiste et qu'il faut un peu déplacer. Physiquement, c'est un travail pour moi musculaire, un peu tendineux. Genre, des fois, je force un peu, des fois, je me bats avec la matière. Et que ce qui m'amuse surtout, c'est que je domestique un matériau qui n'est pas du tout utilisé pour l'art, en fait, à la base. Et le côté goudron noir, j'adore parce qu'il y a un chaos qui me correspond. Et il y a une instabilité et une non-cohérence aussi sur ma manière de faire, parce que moi, j'ai pas du tout d'ordre quand je travaille. Et donc, c'était à la fois une quête sans but parce que je savais pas trop ce que je faisais, et à la fois j'avais suffisamment de confiance et de lumière en moi pour me dire ce noir-là du goudron, je vais réussir à faire des choses belles avec, quoi. J'avais pas d'objectif ni de résultat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu crées des accordéons ? Quel est ton lien avec l'accordéon, avec la musique en général ? C'était une colère de me dire, je peux faire de la musique si j'en ai envie, je peux... Et du coup, j'ai créé ces accordéons en me disant, faut que j'y croie. Peut-être que la méthode de m'imprégner que de l'accordéon, c'est une espèce de message intérieur pour me rassurer et me dire tout est possible, en fait, et pourquoi tu te mettrais des barrières ? Si toi, tu crois en ta capacité de devenir musicienne et artiste, et paradoxalement, arrivé à l'âge où il fallait que je fasse des choix de vie pour comment je gagne ma vie, c'était interdit dans une zone noire de mon cerveau de faire que ça, quoi. Donc quelque part, l'accordéon, c'était un peu mon démon, parce que je me disais oui, je pourrais faire que ça. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai aussi compris une chose, c'est que ça me rassurait d'avoir un travail alimentaire et que l'art soit juste un loisir et que je me mette plus la pression aussi, en fait, avec ça. Je voudrais parler un peu de l'accordéon noir et bleu qui est publié dans le numéro 2 de la revue Le Coquelicot. Est-ce que tu peux commencer par nous le décrire et nous parler un peu de ce qui t'évoque ? Très sincèrement, pour moi, c'est le plus beau que j'ai fait. C'est la première que j'ai vendue. Enfin, c'était magnifique parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu que je vienne voir mon expo ce jour-là. Enfin, elle était installée, etc. Et il était tard, genre 23h30. Et je suis passée devant la Bière Angulaire parce que j'habite à côté. Donc, j'étais sur le chemin du retour. Et l'ami, qui est le gérant, quoi, mon ami, m'a fait un signe, Guillaume, il m'a dit, mais viens et tout. Et en fait, il avait compris qu'il y avait une dame qui observait ce tableau et qui se disait je serais peut-être prête à l'acheter. Et cette dame, elle était aussi bleue que le bleu du tableau, quoi. Elle était vêtue, mais d'une tunique un peu orientale, turquoise, avec même un turban sur les cheveux. Et je me suis dit, mais c'est magique, en fait, la connexion. Cette dame me dit, avec ses yeux bleus aussi, je veux cette œuvre, combien elle vaut, quoi. Et c'est là où j'ai eu un pseudo-regret à me dire, merde, je la vends, celle-ci, en fait. Et je l'aime tellement que pourquoi elle aurait pas fait partie de ma collection perso que je garde. Et à la fois, cette dame était tellement belle et touchante que je sais même plus comment j'ai pu lui parler de l'œuvre, mais voilà, il y a vraiment eu un moment privilégié et beau, quoi, assez poétique. Et je me suis dit, je suis en confiance, elle part chez la bonne personne, c'est pas grave, quoi. Et la créa, en fait, l'histoire de cet instrument, c'est que, en fait, c'est le mien, c'est-à-dire que c'est un accordéon que j'ai acheté pour sortir du cadre conservatoire. En fait, on avait des modèles d'accordéon prédéfinis. Et moi, il y a 2 ans, j'ai eu un peu cette crise de me dire, ça y est, il faut que je quitte ce côté académique qu'on nous a imposé, parce que aussi, ma pratique de l'accordéon était devenue très technique. Et en fait, c'est cet accordéon que j'ai voulu représenter. Donc, les 3 rosaces existent réellement sur le modèle réel, quoi. Et la petite touche un peu fantasque, c'est les couleurs qui, pour elles, sont un peu délirantes. Elles n'existent jamais sur un accordéon.
Mais à ce moment-là aussi, je voulais intégrer plus de couleurs. J'étais beaucoup dans le noir, dans mes dessins et dans le goudron, monochrome, quoi. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, pour les autres, justement, en vue d'une expo, faut que tu apprennes aussi à mettre un peu de positivité quelque part. Je crois que les couleurs, elles apportent un peu cette donnée-là. Et j'ai arrêté d'être égoïste à ce moment-là, de me dire, bon, c'est aussi pour les autres que je dois faire mes œuvres. Et elle est tout aussi symbolique parce que c'est mon instrument. Mais il faut qu'elle plaise aussi, en fait. Il y avait quand même ce côté reste pas dans ta noirceur, parce qu'en soi, l'accordéon, il est noir, avec des touches blanches. Moi, j'ai un peu ça en moi aussi. Mais j'ai réussi à sortir de mes propres codes, en fait. Et c'était pas si mal. Parce que tu crois que la couleur, ça le rend plus accessible, du coup ? C'est comme ça que tu le vois, toi ? Bah, quelque part, Guy Chambon, on a beaucoup parlé, parce que mes premières œuvres, je lui envoyais toujours des photos à distance pour qu'il me dise un peu, t'en penses quoi ? Et il me disait, bon, il serait temps un jour de... Et il m'a toujours parlé des aquarelles, il me gonflait avec ses aquarelles, j'étais là, mais c'est chiant l'aquarelle, ça demande une patience, et avec moi, tout devait aller vite. Et le goudron me correspondait très bien, parce que je me laissais complètement porter, alors que la couleur, ça demandait des étapes techniques au préalable, parce qu'il fallait d'abord que je fasse, pas des aplats, mais que je me dise, bon, bah, cette zone-là, elle est en couleur, donc méthodiquement, je fais d'abord le truc, je laisse sécher, demain, je reprends le machin, donc ces accordéons m'ont demandé un temps fou. On a une question rituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce que t'évoques les coquelicots ? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Et si oui, quoi ? Coquelicot, bah après ça c'est le côté pharmacienne, hein, mais je sais que je pense direct au côté apaisant, les vertus de la fleur en elle-même, quoi. Ce côté un peu anxiolytique, un peu on fait dodo. En tout cas si on dort mal, apparemment on peut se mettre un petit coquelicot sous le nez et tout va bien. Donc il y a ce côté un peu thérapeutique. Et il y a une ex, en fait, avec qui il y a une histoire à base de coquelicots et qui est pas du tout... Enfin, c'était notre symbole, il y avait un côté un peu poétique, etc., qui nous a beaucoup unis. Et vu que c'est une histoire qui a mal fini, du coup, je pensais en me disant, ouais, c'était son symbole à elle. Merci à Sophie Basy pour ses réponses. L'éveil de la page est un podcast réalisé par Lilith Charlet et produit par la revue poétique Le Coquelicot, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de la revue. Ce soir je place mon âme sous tutelle. J'ai traîné à cette eau sous les jupes des femmes. Endroit brisé, ma nuque est devenue privée. Ne me touchez pas, je suis sauvage. On m'a ravagé avant d'entamer la vie, la vraie. Celle dont les adultes parlent et celle que les enfants essaient. J'ai les idées noires, la matière grise en pagaille. J'ai la nuit blanche et la face blême. J'ai le sexe rouge et la bouche bleue. J'ai les yeux cochons et le tabou ne compte pas parmi mes jeux. Mon ombre est claire, mes pensées sombres, mon cerveau bruni par les histoires d'hier soir encore. Ta fumée dans ma face, je l'efface. D'un revers, je chasse mes angoisses. Toi, tu crames l'atmosphère. Cette nuit, j'ai rêvé à l'envers. Y'avait un crâne blond, un sirop pour la toux, pour les champions. Un truc noir coincé sous mes ongles. Y'avait la face de ce sale type venu me toucher comme un parasite. Je t'ai pas autorisé. J'ai pas refusé. Tu t'es pris pour qui ? Tu t'es pris pour quoi ? Explique-moi, explique, hein ? Pour parler de former, oublier le puissant fond. Mon verre est vide, mon matelas tourne à la vapeur. La sueur arrive vite, je vous raconte seulement une bribe. J'ai de la viande dans la chatte. Voici les souvenirs d'une femme en vrac. Je m'épile pour faire semblant d'être sexy. Au fond, je suis qu'un sale animal plutôt darky. Mon enfance est hésitante. Y a une version triste et une version chiante. Je trouve les novices impardonnables et les experts adorables. Les années passent et les sensations restent. C'est l'histoire d'une cellule sans devenir. C'est un début qui ne va jamais grandir. Dans le formol, j'abandonne. Une petite personne qui n'a pas de nom.